Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma Ligue 2 pour un nouvel épisode, le débrief de la première journée de Ligue 2. J'allais dire ma Ligue 2 part en live, c'est le réflexe de la saison dernière, mais voilà, on change un peu la formule pour cette nouvelle saison. Les podcasts à retrouver sur notre chaîne YouTube avec le débrief de chaque journée de championnat, le grand débrief. On va réfléchir ensemble au top, au flop, quelques débats. On aura des invités aussi au fur et à mesure de la saison pour cette grande première. La rédaction de Ma Ligue 2 est là avec Julien Parisot. Salut Julien. Salut Dorian, salut à tous. Karel Beck qui est avec nous. Salut Karel. Salut Dorian, salut tout le monde. Et puis Étienne Comte est de la partie aussi. Tu nous avais donné tes prédictions un peu en amont et voilà, on est heureux de te retrouver là pour ce premier épisode du débrief. Salut Étienne, comment tu vas? Bonjour, très bien, et je salue l'Estac qui vraiment ne pas me donner raison pour l'instant, mais bon, il reste 33 journées, et, je crois toujours qu'ils vont remonter là-bas. Oui, on rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que nos prédictions donc sont disponibles sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, merci, près de 5000 vues pour cette vidéo, beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne comme d'habitude pour nous soutenir et nous aider à développer notre chaîne YouTube justement et les émissions qu'on prend énormément plaisir à réaliser tous ensemble. Donc, je disais, Étienne, oui, ta surprise éventuelle, ta bonne surprise éventuelle de la saison, c'est les stacks. Ça a mal démarré, mais comme tu dis, voilà, la route est encore longue et les stacks aura sans doute l'occasion de rebondir. On s'y penchera évidemment au cours de cette émission. Le menu, justement, de la journée, on commencera par les tops de la première journée, les tops de la rédaction. Les flops, évidemment, également. Hein, on ne peut pas avoir que du positif sur une première journée de Ligue 1. On se posera cette question de savoir si le Paris FC dispose de la meilleure attaque de Ligue 2. Ils ont été assez impressionnants sur la pelouse de Caen samedi. Et puis, on reviendra évidemment aussi sur les contestations en tribune des supporters qui ont fait grève, qui ont fait quelques actions dans le conflit qui les oppose au diffuseur beIN Sport par rapport à la programmation en semaine des matchs. Et puis, en fin d'émission, on regardera un petit peu les affiches de la deuxième journée et on commencera tout doucement à se pencher sur les enjeux de la deuxième journée. Messieurs, j'ai pas de jingle, alors sans plus attendre, on va se lancer sur les tops de la première journée. Je change la bannière. Petit coup d'œil sur le classement qui est somme toute assez anecdotique hein, pour le moment. Évidemment, toutes les équipes qui ont gagné ont 3 points, match nul 1 point, les perdants n'ont pas de points. Pas de points négatifs, tiens, cette année, ça change. On avait eu Bordeaux l'année passée, Saint-Etienne il y a 2 ans. Tout le monde est à zéro pour le moment. Guingamp est le premier leader avec son carton contre les Stacks 4-0. Évidemment, bah, du coup, 3 et bon dernier. Amiens aussi a signé une large victoire contre le Red Star 3-0. Un petit coup d'œil sur les résultats complets. Ajaccio s'est imposé contre Rodez. Clermont-Pau, 2 partout. Dunkerque s'est incliné contre Annecy à la maison. Grenoble s'impose contre Laval, sous les yeux de Carrel, d'ailleurs, au Stade des Alpes. Tu nous en parleras tout à l'heure. Le Paris FC samedi qui s'impose à Caen. Et puis hier soir, on a vu Lorient peiner quand même hein, contre Martigues, mais qui finit par s'imposer. Et puis un match nul à suspense entre Metz et Bastia avec une égalisation à la 97e minute des Grenades contre Bastia. On en parlera aussi avec Julien un peu plus tard. Les tops, messieurs, on commence par les tops. Qui veut la parole sur son premier top? Je vous laisse choisir. Bah, je Bon, peux y allez, aller. Je peux y aller si. Ah vas-y, désolé, Karel. je te grille la Non, politesse, mais Étienne. En plus, t'étais pas là sur sur la preview. j'ai Donc attendu une tu semaine, vas. je vais attendre 2 minutes de plus. Pas de souci. Merci Étienne. Non oui, bah je peux y aller avec bah, mon top personnel qui sera Amiens. Aussi pour voilà, faire un petit, bah, pas un mea culpa parce qu'on l'a dit, la saison est encore longue et je ne retire pas ma prédiction pour autant où je disais que je voyais Amiens sur la tranche 9-15, plus près de la 15e place. Mais il faut quand même saluer la performance de cette première journée d'Amiens. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu accès au deuxième but des Amiénois parce qu'il n'était pas dispo sur le résumé de beIN. Il a été skip, le deuxième but signé Louis Mafuta. Mais en dehors voilà, de ces 3 buts, je trouve que
c'est une bonne chose c'est une bonne chose déjà surprenante et puis preuve aussi d'un certain caractère qu'Amiens réussisse à entamer sa saison sur une victoire 3-0 quand on voit la qualité de la préparation qui présageait de rien de très bon, hein, pour être honnête, avec aucune victoire en préparation, des défaites assez inquiétantes contre des équipes voilà, comme Chambly par exemple, ou des équipes de D2 belges, il me semble également. Donc voilà, il y avait de quoi s'inquiéter avec, on le disait beaucoup pendant la preview, un Omar Daf qui voilà, voulait des renforts et qui n'en a pas vraiment eu entre temps. Et au final, voilà, la colonne vertébrale d'Amiens, j'ai envie de dire, avec des joueurs quand même voilà, comme Gürtner, comme Korchia, comme Léoté qui est encore là, comme Mafuta qui a marqué. Léoté et Mafuta ont marqué d'ailleurs. On réussit à faire le travail avec, on le disait un peu en off juste avant, un très très beau travail, un joli triangle sur le côté gauche pour l'ouverture du score, d'Amiens. Donc voilà, le fait est que ça ne présage pas forcément de toute la saison d'Amiens parce que je pense quand même qu'il y aura quelques difficultés. Aussi parce qu'ils sont à une ou deux blessures d'un effectif quand même très très limité, ce que je leur souhaite pas. Mais sur ce match d'ouverture, en tout cas, ils ont fait le travail. Ils ont concédé quelques occasions, certes, mais ils ont réussi à créer pas mal de décalage aussi avec un Léoté vraiment très très en jambes. Et ça montre voilà, que Amiens, avec sa colonne vertébrale présente face à des équipes qui sont censées être voilà, hiérarchiquement inférieurs, qui sont censés, parce que ça reste sur le papier, en l'occurrence c'était le promu Red Star, fait le travail, et c'est bien de prendre des points là où il y a à en prendre pour Amiens, parce que encore une fois, on ne sait pas si ce sera aussi tranquille toute la saison. Merci Karel pour le top. Messieurs, Amiens, effectivement, pour contrebalancer un petit peu, nous on a, alors Karel, je le rappelle, était au Stade des Alpes, donc il était sur Grenoble-Laval. Nous, on a suivi le multiplex, donc on a vu un peu plus en détail cette rencontre. C'est vrai que le Red Star avait très bien commencé la rencontre et elle n'a pas su marquer. La défense d'Amiens s'est montrée solide, notamment avec Gürtner, voilà, qu'on ne présente plus dans les buts. Et puis par contre, Amiens, ça a été très efficace dans la surface adverse. Le but en fin de première période, magnifique, tu l'as dit Karel. Et puis dès le retour des vestiaires, Louis Mafuta, qu'on connaît bien aussi, vient tuer un peu le suspense, breaker très vite. Le Red Star ne s'en est jamais remis. Donc vous partagez ce top de Karel, Julien, Etienne? Ouais, c'est difficile de faire beaucoup mieux, quoi, pour une remise en jambe alors que tu étais un petit peu inquiet, que tu avais fait une mauvaise préparation. Non, c'est super, mais je vais souligner effectivement le fait que, il y a des cadres qui sont révélés, voilà, très bons sur ce match-là, alors que peut-être que par le passé, ils ont pu être un petit peu décevants. Franchement, Lotej, et pourtant j'adore ce joueur et je trouve que, il fait un bien fou à Amiens, mais c'est sa 3e saison au club et l'an dernier, on était en droit d'en attendre un peu plus de lui, je trouve. Voilà, là, avec le 3e but qu'il met, bon voilà, quel joueur. Je pense que s'il arrive à recommencer cette saison-là sur ces bases-là, ça peut vouloir dire des bonnes choses pour Amiens, que je vois toujours quand même pas finir en première partie de tableau, mais peut-être que d'ici 2-3 semaines, ils peuvent me surprendre et puis agréablement surpris aussi du niveau de jeu du petit lutin aussi. C'est sans mauvais jeu de mots. Non, il a vraiment été, non, il a vraiment été époustouflant. Et d'ailleurs, Amiens qui avait bien commencé la saison dernière aussi. Alors là, Ouais. clairement, je n'ai plus en tête les stats précises, mais je sais qu'ils avaient commencé par quelques victoires. Ils étaient bien placés pendant un mois et demi. Et Au bout de après, 4 c'était un journées, peu c'était pas rentré. mal, ouais. Ouais, c'était un peu rentré dans le rang, mais ils avaient bien commencé aussi. Donc, voilà, la prépa estivale de Mardaf, on la connaît. Et c'est vrai que ça taffe très, très bien. Et les équipes de Mardaf sont quand même souvent très, très prêtes rapidement. Et que ce soit avec Sochaux, même Dijon, je crois qu'ils avaient plutôt pas mal commencé, Ils Julien, avaient non? fait un mois d'août de feu, Dijon. Ouais, ouais, ouais. Plus rien pendant 3-4 mois, je Ouais. crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le défi d'Amiens. Voilà, ça va être maintenant de confirmer sur la durée quoi les belles dispositions qu'on voit l'été quand l'équipe est vraiment prête. Et peut-être que Étienne, tu seras d'accord avec Karel aussi. L'effectif là, l'équipe type est belle, mais effectivement sur le banc c'est un peu juste quoi. Donc il faut pas qu'il y ait trop de suspendus, trop de blessés du côté d'Amiens. Bon après il y aura encore des recrues je pense d'ici la fin du mercato, mais voilà Il y c'est aura un peu la limite. peut-être des recrues, mais il y aura peut-être aussi des départs, hein, parce que quand Ouais. même, Bernard Johannin l'a rappelé assez souvent, il faut réduire cette masse salariale. Amiens va devoir de toute façon se serrer la ceinture et quoi qu'il en soit, l'effectif sera quand même limité à la fin du mois d'août. Donc effectivement, il va falloir passer entre les gouttes, entre les blessures, les suspensions, si on veut revoir
Amiens réitérer ce genre de performance. Et pour revenir sur ce que disait Julien, ouais, je pense qu'ils ont énormément de chances d'avoir un joueur comme Léotet. J'espère qu'ils l'auront toujours dans 3 semaines. Donc voilà pour le top de Karel qui concernait la victoire 3-0 d'Amiens contre le Red Star. Étienne, allez, je te passe la parole pour ton top. De quelle équipe tu veux nous parler ou quel fait Alors, du week-end? c'était plutôt un match en ce qui me concerne. C'était le match Clermont-Pau dans une soirée de vendredi qui a commencé un peu piano, on va dire, un peu tranquillement. La première soirée de Ligue 2 avait un peu de mal à démarrer et le match Clermont-Pau vraiment a augmenté la moyenne du spectacle, vraiment avec un vrai beau match, avec en plus une histoire sympa, puisque Henri Sévet, qui a quitté Pau pour Clermont, retrouvait ses anciens coéquipiers. Il fait tout de suite un match formidable, une passe décisive et un but. On pouvait craindre pour Pau, quand même, Pau qui a perdu pas mal de bons joueurs cet été, outre Sévet, Baswamina qui a aussi fait le même chemin pour aller à Clermont, et puis plusieurs joueurs au milieu de terrain également, Silla, comment il s'appelle, d'Almeida, etc. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu pas mal de départs. Mais pourtant, tout de suite, on a retrouvé cette équipe de Pau offensive, spectaculaire, qui ne craint rien, même une équipe qui débarque de Ligue 1. Et puis voilà, côté Clermontois, c'était aussi pas mal. Alors forcément, même si on les connaît un peu, parce qu'ils étaient en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, voilà, il va falloir réapprendre à les connaître, Clermont, mais ça a l'air d'être assez cohérent. Il y a eu le choix de faire venir l'entraîneur Sébastien Bichard dès le printemps dernier pour succéder à Gastien. Donc voilà, tout s'est fait de façon assez fluide. Il y a eu voilà, le seul point noir de cette rencontre, c'est la blessure de Hinchot, voilà, qu'il va falloir remplacer. Mais sinon, voilà, c'était une belle soirée, un beau match. Et je pense 2 équipes qui vont nous faire plaisir à voir cette saison. Ouais, effectivement, le Pau FC qui repart exactement sur les mêmes bases que l'année passée avec des buts marqués, mais aussi des buts encaissés. Il faudra voilà, réussir à trouver la formule pour peut-être être un peu plus hermétique, même si tu l'as dit, Henri Sévé, quel joueur. Quel joueur Henri Sévé. Le premier but, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir le résumé. Double 1-2 plein axe, passeur décisif du coup pour Keita. Et puis le deuxième but, il le marque lui-même contre son ancienne équipe. Voilà, énorme plus-value pour le Clermont Foot d'avoir su attirer Henri Sévé dans ses filets. Bon, c'est régalé, hein, clairement. Alors, Karel, je vais moins te donner la parole parce que toi, tu étais à Grenoble, mais Julien, vendredi, Clermont-Pau, ça a fait le spectacle, quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu sens que si les 2 équipes pouvaient en marquer 1 ou 2 de plus chacune, genre elles seraient Ouais. pas gênées. Et ben, je pense que vraiment c'est annonciateur de bonnes choses parce que forcément si tu es capable d'aller en chercher 2-3 buts à chaque match, voilà forcément, bon, va falloir aussi se faire attention à pas concéder des buts bêtes, des égalisations qui pouvaient être évitables. Mais franchement, voilà, je me fais pas de soucis, surtout pour les supporters. En fait, c'est bien de savoir que tu as une équipe qui crée le spectacle comme ça. Et effectivement, l'équipe de Clermont, quand on regarde, qui a bien, je trouve, dans l'effectif, qui a déjà bien basculé en mode Ligue 2, quoi. Ils ont très très vite anticipé. Et quand tu regardes l'année passée, ben voilà, par Johan Gastien au milieu, bon Massamba Ndiaye qui est là, mais qui n'était pas titulaire l'année passée. Mais tout le reste, c'est quasiment, voilà, c'est quasiment que des recrues ou des joueurs qui ont assez peu joué l'année passée en Ligue 1. Donc c'est intéressant de voir Clermont déjà assez prêt à affronter cette Ligue 2 contre une très belle équipe du Pau FC, l'éternel Khalid Boutaïb, qu'on salue d'ailleurs, qui a déjà ouvert son compteur cette saison et qui brille toujours autant à la pointe de l'attaque des Palois. Karel, tu nous as donné ton top, Étienne aussi, on attend donc celui de Julien désormais. Bah, moi, mon top, ce sera le premier leader de Ligue 2, ce sera Guingamp. Voilà, je pense que l'opération séduction est réussie pour Sylvain Ripoll. Voilà, c'est toujours bien de commencer quand tu es entraîneur par une victoire probante encore plus, sachant à quel point il était critiqué et par moi y compris, hein, je me mets dans le lot. Voilà, il y a plein de supporters, j'ai vu, qui étaient très déçus, très inquiets, intrigués par sa nomination pendant l'été. Et finalement, voilà, il sort d'une préparation qui est très très convaincante avec des victoires contre des gros clubs, beaucoup de buts marqués. Et voilà, ça se poursuit en championnat. Il n'y a pas trop de secrets, en fait, il n'y a pas trop de miracles. C'est une équipe qui tourne bien, qui a des bons joueurs dans à peu près toutes les lignes.
je trouve toujours que, et pourtant ils arrivent à en mettre 4, donc il y a peut-être pas tant de problèmes que ça, mais je trouve toujours que ça manque un petit peu de profondeur quand même devant sur le front de l'attaque, même s'ils arrivent à empiler les buts comme ça, malgré ce petit défaut dans l'effectif. Voilà, c'est quand même, ça annonce quand même de belles choses pour la suite. À voir si les Picards voilà, va rester, s'il y a encore des arrivées qui sont prévues. J'ai bien aimé le match de Labo, même s'il marque pas. Voilà, il est, je trouve techniquement assez sûr de lui, assez consistant et il a pu faire du bien justement en ligne offensive guingampaises. Donc voilà, je suis curieux de savoir ce qui pourra être fait voilà, avec un effectif qui est loin d'être le plus cher du championnat, qui est loin d'être le plus pléthorique. Il y a beaucoup de jeunes, je crois, qui ont signé, par exemple, de Metz ou de réserves d'équipes professionnelles, voilà, qui ont signé pour 1 an ou pour 2 ans pour les tester. Voilà, on va voir ce qu'ils vont donner aussi cette saison. Donc, peut-être qu'avec les blessures et les suspensions, ça pourra commencer à pêcher, mais franchement, Guingamp, ça commence super bien et ben, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter pour cette saison. Voilà, une belle année en Ligue 2 avec beaucoup de buts marqués. Que demande le peuple? On va voir si Brighton Labo arrive à faire oublier un peu Franzi Pierrot, si ce sera le nouveau Franzi Pierrot Ouais. de l'attaque guingampais. J'ai l'impression que c'est vrai que je le connais pas non plus encore Brighton Labo, mais ça m'a fait penser un peu à ça en termes de un joueur qui est capable de jouer en pivot et en même temps qui est assez puissant. Voilà, on va voir maintenant, restera à débloquer le compteur personnel, mais il a fait un gros travail pour le collectif et notamment pour Jacques Siway dans ce 4-4-2. Le duo a l'air de bien s'entendre entre Labo et Siway et ça a l'air intéressant à suivre, messieurs. Bon, alors certes, Guingamp a... Alors, petite statistique, donc Guingamp démarre bien ses saisons. C'est la 3e année consécutive que Guingamp marque 4 buts lors de la première journée. Il y avait eu 4-0 contre Pau il y a 2 ans. Il y avait eu 4-1 à Annecy l'année passée. Là, il y a 4-0 contre 3. Ça n'augure pas une montée en Ligue 1, voire même un play-off. On a vu qu'à chaque fois, Guingamp n'a pas réussi à terminer dans le top 5. Donc là aussi, il faudra confirmer dans la durée. Mais messieurs, Karel, Etienne, on peut pas non plus oublier que Troyes a été repêché in extremis, a changé d'entraîneur 10 jours avant la reprise, finalement connaît toujours les mêmes mots que la saison dernière où ils ont été relégués et que Stéphane Dumont, l'ancien entraîneur de Guingamp, il a énormément de travail du côté de l'Estac. Ouais, bah, c'est ce que disait Stéphane Dumont en conférence d'après-match, c'est que ça leur avait permis de prendre conscience du chantier qu'il y avait devant eux. C'est pour ça que voilà, la take d'Etienne n'est pas terminée pour autant. C'est-à-dire que ils ont encore l'occasion déjà de finir leur mercato parce qu'il va leur rester 2 semaines et je pense que l'objectif c'est quand même d'essayer de continuer à se renforcer, mais aussi de monter en puissance parce qu'encore une fois, voilà, sur le papier, je pense qu'il y a un effectif, je pense qu'il y a de quoi faire, auquel il faut ajouter quelques recrues. Il y a les moyens de le faire a priori dans l'idée avec le City Group qui est toujours là. Maintenant, sur une équipe qui a réalisé une belle préparation en sachant dans quelle division elle jouerait pendant tout l'été, en nommant un entraîneur assez tôt également, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. C'est sûr qu'il n'y a pas photo et qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que l'addition soit aussi salée, mais on pouvait se douter que sur la première journée, ça serait quand même compliqué pour Troyes d'aller chercher un résultat au Roudourou. Maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps est-ce qu'il va leur falloir pour se mettre en route. Faudrait quand même pas arriver à la trêve internationale sans le moindre point ou avec un petit point gratté parce que ça mettrait déjà Stéphane Dumont dans des dispositions compliquées alors que lui, justement, comme tu le disais, Dorian, avait l'habitude de commencer ses saisons assez fort et de se mettre dans le confort sur les premières journées. Effectivement, donc Guingamp à suivre et à suivre aussi le rebond évidemment de l'Estac. On regardera le prochain adversaire de Troyes en fin d'émission. Étienne, je te lance sur, tu as l'honneur de lancer les flops désormais, les côtés un peu moins réjouissants voilà, du week-end. Qu'est-ce que tu as retenu de ton côté? Alors, comme flop, j'ai sélectionné le Stade Malherbe de Caen, qui n'a pas été catastrophique, loin de là, contre le Paris FC, mais on a quand même aperçu que les atermoiements dus au changement de propriétaire, le fait qu'on ne sache toujours pas ce qu'il adviendra d'Alexandre Mendy, par exemple, voilà, ça fait perdre du temps à une équipe qui n'a pas été forcément très brillante pendant la prépa non plus, et contre un adversaire qui probablement sera un concurrent direct, le Paris FC.
ah bah, on a vu quand même qu'il y avait une sacrée marge et que voilà, Caen n'était pas à la hauteur de cette équipe du Paris FC, alors que je pense pourtant que c'est deux clubs qui sont censés viser des objectifs assez similaires. Donc voilà, on a pu le voir, d'ailleurs, la déclaration assez désespérée de Michael Le Bihan qui disait qu'il s'était senti inutile, qu'il n'avait servi à rien, qu'il avait passé un match cauchemardesque. Donc il va falloir vite que cette équipe finisse de se construire, démarre vraiment cette nouvelle ère là, parce que là on a l'impression qu'ils sont encore dans une période d'entre-deux, et vite, parce que voilà, dans quelques temps, le Paris FC, Lorient et quelques équipes de haut de tableau auront 6, 9, 12 points, et il ne faudra pas rester derrière trop longtemps. Plutôt, alors, on va pas parler du Paris FC parce qu'on va en parler après, messieurs, mais sur Caen, plutôt d'accord avec le constat d'Étienne. Oui, à l'exception près que, enfin, cette équipe-là, certes, elle est encore en construction, mais il lui manque encore pas mal de monde. Hein. Voilà, faut pas oublier qu'il n'y avait pas Valentin Henry. Sans parler des recrues, voilà, il y avait Henry qui était blessé, il y avait Brahim Traoré en défense. Brahim Traoré, voilà. Bon, lui, c'est pareil, on ne sait pas s'il va rester. Apparemment, c'est parti pour. Mais voilà, en théorie, t'as le partenariat Thomas Traoré, ça bouge pas de la saison, quoi. Donc forcément, tu as des blessures comme ça. Et je crois il est blessé pour un mois, un petit mois, je crois. Donc voilà, il y a peut-être des points à perdre en route à cause de ça, malheureusement. Et le problème, justement, de ne pas avoir pu anticiper à cause de la vente du club, c'est que tu as des remplaçants derrière. Et j'ai rien contre Dailam Meda. Je pense que c'est un joueur qui est en devenir et tout ça. Il aura certainement sa place dans des clubs de Ligue 2 à l'avenir. Mais là, ça se voyait que c'était un petit peu trop tôt pour lui face à cette force de frappe, quoi. C'était tout simplement pas assez. Même le milieu de terrain de Bowie, le Breton, c'est des joueurs qui sont amenés à jouer de plus en plus, mais je trouve qu'ils ont quand même souffert face au milieu parisien. Donc, Après, quand même, Mvila Rajo était remplaçant parce qu'ils voilà, viennent d'arriver. Donc, ça à arrive. terme, je pense que effectivement, c'est peut-être, voilà, en tout cas, ils auront leur carte à jouer, Rajo et Mvila, pour intégrer ce milieu de terrain-là. Même si le Breton, notamment, a réalisé une très belle saison l'année passée et ça a été l'une des révélations de la saison. Mais il y aura de la concurrence, quoi, forcément, qui sera accrue du côté de Malherbe. Karel, ton flop de ton côté? Mon flop, ça va être Dunkerque. Alors, je ne retourne pas directement ma veste sur ma bonne surprise de la saison, mais je pointe quand même du doigt une performance que je trouve dommageable. Parce que voilà, contre Annecy, qui dans l'idée, même si on ne sait pas comment la saison va évoluer encore une fois, devrait être un concurrent direct au maintien, voilà, devrait se retrouver dans cette course avec Dunkerque, et ben tu perds déjà ce genre de duel. Et en plus de perdre ce genre de duel, au-delà du résultat, je trouve que les deux buts sont vraiment frustrants pour Dunkerque. Voilà, le premier but avec l'erreur de Fernandez, tout simplement. C'est pas que tu offres ce premier but, parce que derrière, il faut quand même mettre la frappe qui est assez belle, mais on n'est pas loin, voilà, d'un très beau cadeau. C'est un beau cadeau qui te permet de débloquer la partie, alors que voilà, jusque-là, les débats avaient l'air d'être assez équilibrés. D'ailleurs, Dunkerque avait eu une belle occasion sur le service de Courtet pour ses Congos en première mi-temps. Et voilà, Annecy ne s'est pas fait prier sur ce cadeau-là pour faire basculer la partie. Et puis même sur le deuxième but, la touche de balle, le contrôle de Sanganté est un peu long et offre à la Rose la possibilité et l'espace de servir la Jugie pour le deuxième but. Donc Dunkerque a fait deux grosses erreurs qui ont offert deux buts et se met, alors pas déjà dans une position catastrophique, parce qu'on ne va pas être dans les constats trop rapides encore une fois, mais se met déjà dans une position difficile, dans le sens où leur prochain match, leur prochain déplacement, ça sera le Paris FC. Donc tu peux déjà te mettre dans une situation où tu as 0 point en 2 journées. Alors tu peux, parce que rien ne dit qu'ils ne créeront pas la surprise à Paris, et même si dans l'idée de ce qu'on a vu à Amiens. Il joue à Amiens, en fait. C'est joué à Amiens. Ouais, c'est délocalisé parce que du coup le Stade Charletti est pas encore dispo. Oui, pardon. Non, mais il joue bien le Paris FC, mais oui. il joue à Amiens. Pardon, j'ai cru que je m'étais trompé dans le calendrier. Ça allait être terrible pour mon argumentaire, mais c'est bon. Non. je suis encore en vie. Je suis encore en vie, et puis comme Dunkerque d'ailleurs, qui peut se relancer et qui l'a montré l'année dernière en faisant une énorme phase retour.
ce que je trouve dommage, c'est que là, tu fais ton mercato assez tôt, tu as la continuité de ton coach, comme je l'expliquais dans la preview, ce qui me poussait à mettre Dunkerque dans les bonnes surprises. Ça serait bête de se remettre dans une situation similaire, même si encore une fois, ce n'est que la première journée. Je trouve quand même que c'est dommage d'avoir offert ces 2 buts à Annecy, qui coûtent cher au final et qui mettent Annecy dans des dispositions plutôt positive, là où toi, pour enchaîner à Amiens contre le Paris FC, tu es directement pas dos au mur, mais dans une situation un peu plus compliquée. Effectivement, sur les notes donc des statistiques je suis sur le site de la LFP, voilà, enfin le Ligue2.fr, on voit Fernandez malheureusement 3,65, hein, la note la plus basse de Dunkerque, et par rapport à un Jean-Philippe Gébamin l'année passée qui avait justement stabilisé ce milieu de terrain et notamment ce rôle-là un peu on va dire de sentinelle et de premier relanceur. Eh bien, c'est sûr que pour l'instant, Luis Castro semble-t-il, pas encore trouvé la bonne formule avec Fernandez à ce poste-là qui avait déjà été testé dans les matchs de prépa. Attention, il débarque pas de nulle part et voilà, les supporters étaient déjà un peu mitigés sur ce repositionnement. On sait que d'habitude, il évolue plutôt en défense centrale, hein. Donc, à voir dès la prochaine journée, effectivement, contre le Paris FC, quelle sera la décision de Luis Castro. Julien, je te laisse la parole pour ton flop. Et idem. Moi, je vais pas retourner ma veste tout de suite sur Bastia. Je pense toujours que c'est une super équipe et que Amine Boutra est un excellent joueur. Il nous l'a montré contre Metz en marquant le premier but de la saison pour le Sporting. Simplement, je trouve ça dommage, et le coach aussi, le connaissant et connaissant un petit peu ses valeurs et ce qu'il attend de ses joueurs, je trouve ça très dommage que l'équipe se soit autant refermée sur elle-même. Attention, bien sûr, ça a été forcé par les grenades de Stéphane Lemignan, qui ont absolument eu la main mise sur le jeu toute la partie, même avant le but d'ailleurs, mais qui ont dominé la rencontre, qui se sont vraiment très peu fait peur, et au final c'est sur une erreur individuelle qu'ils arrivent à se prendre le premier but de la rencontre. Mais je trouve ça dommage que Bastia ait arrêté de jouer les coups, peut-être qu'effectivement ça manque un petit peu de poids offensivement devant pour pouvoir tenir les ballons, un profil différent pour pouvoir justement soulager tout le monde, remonter le bloc, et puis éviter d'avoir tout le temps des ballons à envoyer devant et à essayer de jouer le contre. Au final tu les rends tout le temps à la défense adverse. N'empêche que Bastia peut faire et doit faire beaucoup mieux que sur ce match-là. Alors, heureusement pour eux, il y a un point. Et prendre un point à Metz, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire non plus cette saison. Donc finalement, ils ont limité la casse, ils ont pris comptablement ce qu'il fallait. Mais voilà, pour une équipe qui voulait partir sur un nouveau cycle, voilà, se frotter justement à un gros club comme le FC Metz et voir un petit peu ce qu'elle valait, je trouve qu'on a vu tout de suite la différence et les manques du Sporting. Après, il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs, de débutants. Voilà, Ménadier, par exemple, qui est sorti assez tôt dans la rencontre, je crois qu'il était blessé. Il est sorti à la 50e, je crois, pour faire rentrer Harris, qui n'avait jamais joué ailleurs qu'en national avant. Il a 19 ans, 19 ou 20 ans. Donc voilà, et Toga aussi, c'était un de ses premiers matchs en Ligue 2, voire son premier match en Ligue 2. À Cuesson. À Cuesson, c'était ce premier match en Ligue 2. Tommy, il n'a pas beaucoup joué l'an dernier, c'était surtout un remplaçant. Là, il était titulaire d'entrée. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont engranger cette expérience-là. Et comme il le disait le coach, dans 15 matchs, il n'y aura plus ces problèmes de je ne sais pas quoi faire du ballon quand je suis pressé et je le rends un peu bêtement à l'adversaire. Voilà, ça va s'améliorer avec le temps, mais n'empêche qu'on a vu tout l'axe de progression justement des Bastia dans la conservation et un peu dans la maîtrise des débats qu'il y avait pour cette saison. Et alors je vais prendre la parole parce que j'ai couvert le match hier pendant que Karel et notamment Étienne étaient plutôt sur Martigues-Lorient. Amine Boutra, par contre, on voit tout de suite que c'est un joueur déjà dans le bain, qualité supérieure. Il fait au-delà de son but, c'est pour moi le Bastia le plus en vue avec Johnny Placide, mais pour d'autres circonstances. Mais Boutra, voilà, clairement sur le secteur offensif, c'est lui qui crée les premiers décalages, notamment sur la première occasion avec une magnifique passe diagonale vers Tommy. Il va chercher le but quasiment tout seul en exploitant bien l'erreur de Sané, le mauvais contrôle de Sané. Mais attention, le but n'est pas marqué pour autant. Il arrive à tromper Oukidja. Donc voilà, Boutra pour le coup, clairement, petit coup de cœur sur ce match pour Amine Boutra. Et puis pour le FC Metz, Stéphane Lemignan, il a eu des mots forts, je trouve. Il a quand même parlé de contre-performance.
malgré l'égalisation à la 98e. Ça montre les ambitions des Grenats. Ils vont pas se cacher, ils vont viser la montée. Et c'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, notamment en seconde période où ils ont clairement accéléré. Et sans un grand Johnny Placide, je pense que Metz aurait réussi à retourner Bastia un peu plus tôt. S'il y avait eu l'égalisation plus tôt dans la partie, je pense que Bastia aurait eu du mal à contenir les assauts messins plus longtemps. Mais en tout cas, on va dire un FC Metz un peu aux deux visages sur cette rencontre. Première mi-temps un peu poussive, qui peut aussi se comprendre par exemple par Gauthier Hagne qui vient juste d'arriver et qui doit encore connaître quand même ses nouveaux partenaires, même s'il était dans le rythme. Et puis une seconde période où clairement Metz a eu la main mise sur le ballon et c'est créé quand même beaucoup de situations, notamment avec Sabali de la tête, avec Jalot qui a eu pas mal de positions de frappe avant son but. Donc, en tout cas, une belle rencontre de reprise entre Metz et Bastia. Et puis, on parlera évidemment de l'interruption du match un peu plus tard dans notre débat. C'était un autre des faits marquants de la soirée. Merci pour vos tops et vos flops, pardon, messieurs. On enchaîne avec le premier débat de cette émission. Est-ce que le Paris FC, selon vous, dispose de la meilleure attaque de Ligue 2 sur le papier? Parce qu'on va pas se mentir, sur la pelouse de Caen, l'artillerie, elle est lourde, elle est quand même assez impressionnante. Les titulaires, les remplaçants, même les absents lors de ce match. Voilà, je vous pose la question et je vous pose aussi la question à vous, les spectateurs de l'émission, et vous pourrez nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que selon vous, le Paris FC, à l'instant T, après cette première journée, en attendant la fin du mercato, dispose de la meilleure attaque de Ligue 2, les meilleurs éléments offensifs, oui ou non, spontanément, oui ou non, messieurs, qu'est-ce que vous répondez avant d'argumenter? Plutôt oui. Moi, je pense qu'il y a match avec Lorient. Ok, et pour Etienne? Je pense comme Karel. Ok, donc c'est intéressant. Vas-y Julien, commence pourquoi oui selon toi, et je remets la compo du match contre Caen. Pourquoi oui? C'est parce que à part quelques départs qui seront logiques, il y aura globalement l'effectif est déjà là, l'effectif est déjà au complet en attaque. T'as pas besoin de recrues ni tu t'attends pas vraiment à des départs, en tout cas de joueurs majeurs. On parle de Warren Caddy en Suisse, mais bon voilà, Warren Caddy il était plus utilisé par Stéphane Gilly pardon, ni par ses prédécesseurs, c'était aussi un peu compliqué. Mais quand tu sais que voilà, tu arrives à aligner, c'était quoi l'attaque? C'était j'arrive pas à dire là. C'est Kebal, Dico, Crasso, titulaire. Voilà, très et ensuite sur le banc, tu avais Jabari, Lukembila, Lopez, Gori, et Hamel est blessé en ce moment. Tu as encore Pierre-Yves Hamel aussi. Lamine Gueye est encore blessé aussi. Lamine Gueye est encore blessé, puis je crois encore pour un petit moment. Mais tu as aussi Lamine Gueye, effectivement. Pour moi, tu as 2-3 attaques que tu peux aligner et qui pourraient convenir à beaucoup de clubs de Ligue 2 si c'était leur titulaire. Et pour certains, ils vont devoir rester en réserve pour le week-end. Donc voilà, on sait que le Paris FC aussi s'est construit avec l'an dernier notamment beaucoup de blessures. Voilà, ils ont dû tester des choses, notamment Jabari, voilà, qui avait émergé sur la phase retour surtout plutôt. Mais voilà, là il y a tellement d'options qui s'offrent à Stéphane Gilly que je vois difficilement quelle puissance de feu pour rivaliser, à part celle de Lorient, comme vous avez dit. Mais à Lorient, on ne sait pas qui est-ce qui va partir, qui va rester. On parle de Gerbich qui risque de partir. On parle de Mohamed Bamba qui risque de partir aussi. Je crois que même Bamba Dieng, on ne sait pas. Bamba Dieng aussi possible. Je crois que Kroupi va rester. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour un départ. Pagis va rester. Voilà, il y a de très beau monde. Mais je mets quand même Paris un cran au-dessus, à la fois pour l'expérience de la Ligue 2 et de ses exigences, même si bien sûr les attaquants de Ligue 1 seront intrinsèquement en théorie meilleurs, surtout s'ils ont confirmé à ce niveau-là. Mais aussi parce que on ne sait pas qui sera là et qui sera plus là dans l'effectif d'Olivier Pantaloni dans quelques semaines. Alors vas-y Karel, je te laisse répondre à Julien du coup par rapport à Lorient. Moi je disais Lorient parce que tu avais vraiment dit à l'instant T. Donc à l'instant T, pour moi, en regardant du côté de Lorient, c'est quand même impressionnant et on se faisait la remarque d'ailleurs avec Étienne hier, puisqu'on regardait le Martigues Lorient. Déjà parmi les joueurs qu'on connaissait déjà, et si je parle vraiment des joueurs qui étaient présents hier, que ce soit Pablo Pagis qui a fait un très bon match, que ce soit Bamba Dieng qui n'a pas fait un match exceptionnel mais qui a marqué, et puis le jeune Joël Mvuka
que moi personnellement j'ai découvert hier et sur lequel on s'est exclamé parce que balle au pied sur son côté droit, c'était très vif, très intéressant. Alors j'ai vu qu'il était en prêt, en Suisse, sur la deuxième partie de saison, dernière et qu'il n'avait pas joué avec la Ligue 1, donc c'est peut-être aussi, pour ça que comme moi d'autres l'ont découvert hier. Et c'est surtout après au niveau des changements qui interviennent de la part, d'Olivier Pantaloni juste après le but où, je me suis dit que voilà, que pour Martigues c'était, mentalement ça devait être dur, parce que derrière justement, voilà, tu as Ebong qui rentre, mais tu as aussi Soumano, qu'on qu'on connaît bien en Ligue 2, qu'on a l'habitude de voir marquer, donc Soumano qui rentre à 30 minutes de la fin. Et puis tu as Eli Kroupi. Eli Kroupi, je ne sais pas s'il est censé rester non plus, parce qu'il me semble qu'il avait quelques touches en Ligue 1 à un moment pendant l'été, même si ça ne s'est pas encore voilà, conclu par une offre pour le moment. Et puis même voilà, au niveau d'un milieu de terrain, voilà, avec des velléités un peu plus offensives, mais Théo Lebris qui rentre aussi en toute fin de partie également. Et c'est sans même parler, comme le disait Julien, des joueurs qui ne sont pas certains de rester, comme Mohamed Bamba, comme Panos Katseris aussi, comme Adrian Gerbic qui lui devrait partir quasiment à coup sûr. Il y a vraiment énormément de monde à Lorient. Maintenant, c'est comme on le disait pendant la preview, et Julien a quand même raison de le souligner, il y a quand même plus de profils, je pense, qui sont en instance de départ à Lorient qu'au Paris FC, où le projet a l'air de se dessiner plus autour des forces qui sont actuellement en présence, mais vraiment à l'instant T, et de ce que j'ai pu voir hier du côté du Vélodrome et de ce Martigues-Lorient, la force de frappe de Lorient me fait penser quand même que les Merlus ont de quoi faire pour le moment en tout cas. Ouais, c'est vrai que j'aurais précisé quand je dis instant T, effectivement, c'est en considérant qu'il peut encore avoir des départs. Et c'est vrai que je pense qu'au Paris FC est peut-être susceptible d'avoir un peu moins de départs que Lorient, même si un Kebal, voilà, si d'ici la fin août, on connaît son potentiel, si il est à 3 buts, 3 passes D d'ici fin août, on n'est pas à l'abri que la Ligue 1 commence à s'activer pour du Kebal. Voilà. Et même si a priori, il est censé faire la saison, mais on sait très bien qu'en Ligue 2, ça peut vite changer. Et à Lorient, un peu le même cas de figure, par exemple, avec Mvuka, s'il venait à complètement affoler la Ligue 2 en 3-4 matchs, on sait que ça peut aller vite. Étienne, ton avis, toi, du coup, sur ce débat? Bah oui, effectivement, ce qui est certain, c'est que Lorient va perdre des joueurs, enfin, entre guillemets, perdre. Il y a une volonté de se dégraisser, donc ils verront peut-être pas ça comme une perte. Mais en tout cas, pour revenir au cas du Paris FC, c'est certain qu'ils ont une très belle attaque. Comme j'ai dit tout à l'heure en parlant de Caen, bah, ils ont dominé techniquement cette équipe de Caen. Ils étaient largement au-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils en avaient limite un peu trop conscience. Et il y a eu quelques gestes qui ont témoigné d'une certaine facilité, je dirais. Je pense aux 2 dribbles de la semelle de Crasso devant le gardien, ou cet extérieur de Kebal qui n'était pas forcément nécessaire. Donc il y a un talent indéniable, mais il va falloir un peu plus de tranchant, de réalisme, à l'image pour le coup de l'entrée d'Ali Mamigori qui était exactement dans ce qu'il fallait faire, et qui était peut-être un peu moins chaloupé que tout le reste, mais beaucoup plus efficace. Je regarde un peu par rapport au classement, les effectifs. Grenoble, Carrel, parce que si on garde Meïsaba, Joseph, Bailly, Eddie Sylvestre qui peut monter en puissance. Bon, est-ce que ça peut rivaliser selon toi, ou est-ce que c'est quand même un petit cran en dessous? Déjà, je pense que c'est peut-être un petit cran en dessous, et puis c'est un gros si J'ai on oublié garde Kerouédan aussi. Kerouédan aussi, même voilà, à échelle un peu plus basse, des joueurs comme Thio qui peuvent faire des bonnes entrées. Mais pour Sbaï, Joseph et Meïsaba, je dirais que si on les garde, tu fais bien de le préciser, c'est vraiment un gros si. Parce que je pense que sur voilà, les dernières semaines, même pas les dernières semaines, parce qu'on arrive dans la dernière dizaine de jours, sur les derniers jours du mercato, il y aura peut-être 1 ou 2 départs. Et imaginons que tu perdes Joseph et Sbaï, le secteur offensif de Grenoble en prend quand même un sacré coup. Donc je les mettrai quand même pas dans la même catégorie que le Paris FC ou Lorient. C'est vrai que même Metz actuellement, il y a quand même Sabali, alors Ibou Sané en neuf, c'est peut-être ce poste-là qui me pose un peu plus problème à Metz, c'est Ibou Sané, est-ce qu'il sera capable d'endosser ce costume de neuf? Parce qu'après, tu as Gauthier Hein, Jalot, Sabali sur les côtés, et j'en oublie certainement. Encore que hier sur le banc, c'est Malcolm Bokele qui est rentré.
pas trop C'est expérimenté. Morgan Bokele. J'ai dit Malcolm, pardon, Morgan. Ouais, non, mais Pardon, bien vu, Julien. Et ouais, je réfléchis. C'est vrai que sur le banc, offensivement, hier, il n'y avait Elisor pas aussi, énorme mais de. Ah oui, il y a Elisor qui était suspendu. Oui. C'est vrai qu'il y a Simon Elisor. Oui, pour le rôle de neuf, pardon, ce sera peut-être. Dumont. Ça va jouer entre Iboussane et Elisor. Mais ouais, est-ce que Metz, ça, non, ça vous semble aussi petit cran en dessous selon vous Un cran en par dessous rapport à pour Paris? moi. Mais après, tu vois, c'est pareil. Hein, si tu as Hein et Diallo, enfin, ouais, en termes de gabarit de leur genre, on fait difficilement mieux en Ligue 2. Techniquement, voilà, de toute façon, Gauthier Hein, il sort tout simplement de la meilleure saison de sa carrière à quelque chose près, et surtout, il est élu meilleur joueur de Ligue 2. Pour moi, enfin voilà, il y a personne qui se compare à Gauthier Hein individuellement dans l'immédiat en Ligue 2. À voir si ça peut se révéler faux dans la saison, mais voilà, Gauthier Hein, on le présente plus et on sait qu'il va faire du sale avec Metz toute la saison. Ouais, vraiment, moi, c'est le neuf. Si on retrouve le Elisor de Laval, par exemple, Oui. je peux mettre Metz quasiment à hauteur de Paris. Maintenant, c'est vraiment ce poste de neuf, moi, qui me pose un peu problème entre. Alors, peut-être qu'Ibou va mettre 20 buts. Hein. Voilà, voilà, je connais mal le potentiel d'Ibou et on ne demande qu'à être surpris positivement. Mais en tout cas, hier contre Bastia, dans ce système-là, je l'ai pas trouvé beaucoup servi, ou alors il fait pas les bons appels, je sais pas, mais il n'a pas réussi à se mettre en valeur par rapport à Jalot, Sabali ou Hein. Donc ça a été un peu le moins en vue du quatuor. Donc c'est pour ça que j'aimais quand même quelques réserves. Et puis on a le SM Caen quand même. On verra à la fin du mercato. Potentiellement ils peuvent recruter du lourd avec la galaxie Mbappé. Là actuellement c'est Autrette, Le Bihan, Brahimi, Kierémé. Bon, voilà, il y a quand même quelques bons petits joueurs déjà en attendant des éventuels renforts. Mais on ne peut pas compter Alex Mendy, puisque a priori, Alex Mendy, on sait qu'il partira, d'où le fait que, évidemment, on mette Caen un petit cran en dessous. S'ils étaient certains de garder Alex Mendy, là, ça rentrerait aussi dans le jeu quand même. Peut-être une doublure à Kérémé pour être totalement complet. Et même un ailier de chaque côté finalement, parce qu'au trait, il joue sur un côté, mais c'est plus quelqu'un qui va repiquer dans l'axe. Peut-être que ça manque un peu de vitesse et de doublure sur les côtés, mais sur le papier, Caen pourra peut-être rivaliser d'ici la fin de mercato en fonction des recrues qu'ils arriveront à recruter. On termine, messieurs, le dernier, alors c'est pas vraiment un débat, mais le dernier fait marquant de cette journée de Ligue 2, première journée. Impossible de ne pas évoquer les contestations qu'on a pu voir ici, ça et là en tribune. Ça s'est monté un peu crescendo finalement, puisque hier, lundi soir, donc la rencontre entre Metz et Bastia a été interrompue quand même 20 minutes par des supporters qui ont lancé les balles de tennis, voilà, dès le coup d'envoi. Pour manifester évidemment contre la programmation des matchs le vendredi et le lundi. Un premier jet de balles de tennis qui ont été vite ramassés par les stadiers. Le jeu a repris 30 secondes. Une nouvelle salve qui a obligé Monsieur Petit à renvoyer tout le monde au vestiaire pendant 20 minutes. Et par contre, ensuite, il faut saluer quand même les supporters de Metz qui n'ont pas souhaité non plus faire interrompre définitivement la rencontre, qui ont stoppé leur. Peut-être qu'ils avaient plus de balles en stock aussi. Hein, je sais pas. Je sais pas quelle est la part de manque de balles ou de volonté de faire jouer le match. Mais en tout cas, voilà, le speaker avait prévenu que si de nouvelles balles étaient lancées, le match serait définitivement interrompu, ce qui n'a pas été le cas. Ensuite, la rencontre s'est déroulée très normalement, évidemment dans le silence, puisque l'ensemble des groupes des supporters de Ligue 2 s'étaient unis, montrés solidaires dans un communiqué pour indiquer la grève des animations pendant 90 minutes, ce qui a été le cas. Et puis, on a vu quelques autres petites actions, notamment à Guingamp, il y avait un supporter qui essayait de viser au laser vert la caméra plan large sur Guingamp-Estac. Et puis, Carrel, il y a un car régie de Beansport voilà, qui a été un peu vandalisé, des pneus crevés, c'est ça, avant le match, mais ça n'a pas perturbé la diffusion. C'est ça. Ça a été le cas également à Grenoble, et puis effectivement avec beaucoup de chants, mais comme dans la plupart des stades, contre le diffuseur, et un silence assourdissant. Des banderoles aussi, hein, des banderoles. La Ligue 2 c'est le week-end, Beansport tue la Ligue 2 notamment. On a vu Clermont aussi qui avait des t-shirts la Ligue 2 pour la Ligue 2 le week-end. Donc voilà, il y a eu un mélange des supporters et même des clubs
bah voilà, qui ont un peu montré leur mécontentement. Bon, forcément, Beansport était un peu embarrassé au moment de commenter en direct, notamment pour couvrir un peu les champs hostiles. Et puis, ils ont eu du mal à contextualiser le lancer de balle de tennis. Ça a été quand même expliqué, mais très très rapidement hier soir. Sinon, voilà, on a essayé de meubler comme on a pu pour ne pas évoquer ce conflit. Vous comprenez ces manifestations. Enfin, vous avez pensé quoi de ces manifestations? Finalement, moi, j'avais vraiment peur qu'il y ait des matchs qui ne puissent pas se jouer. Alors, à la fois, on comprend tout à fait les supporters. Je pense que c'est tout à fait normal de revendiquer, étant donné le manque de communication qu'il y a eu à ce sujet et la décision très très tardive qui est tombée clairement sur le nez de tout le monde. Mais au moins, tous les matchs ont pu se jouer. Et bon, je regrette quand même un peu les dégradations sur le matériel parce que les prestataires, eux, ils font leur taf, ils y sont pour rien. Mais c'est pareil, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'hostilité envers les journalistes de BeIN particulièrement, et c'est quand même tant mieux parce que bon, les journalistes, ils font leur travail aussi. C'est pas eux qui décident de tout ça. Donc finalement, je trouve que le bilan est plutôt pas mal des deux côtés, quoi. On a pu voir les matchs et en même temps, il y a eu des contestations assez fortes. Maintenant, combien de temps BeIN va tenir avec des stades morts, quoi? Parce que clairement, je sais pas comment vous avez suivi le multiplex et les matchs, vous, mais c'est pas qu'on s'ennuie, mais clairement, on a l'impression que c'est des matchs amicaux, non? Qu'est-ce Ouais. que vous en pensez? En fait, c'est surtout que le spectacle, il y en a eu sur les terrains. Il n'y a pas eu un seul 0-0. Même les matchs où il y a eu peu de buts, pardon, en comparaison, voilà, les Ajaccio-Rodez, les Martigues-Lorient, au final, il y a plein d'occasions, plein de frappes, plein de situations chaudes. Donc, au final, on s'est pas ennuyé. Bon, après, le Vélodrome, c'est quand même un autre contexte, mais ouais, c'est vrai que ça attriste vraiment cette reprise du foot qui était censée être une fête. Voilà, moi je suis dégoûté très clairement que beIN soit revenu sur sa décision en tout cas, et forcer un peu la main à la ligue et au club d'avoir changé les matchs du samedi et dimanche, à les avoir repassés au vendredi, un match le samedi et un match le lundi soir. Voilà, moi je comprends tout à fait la fronde des supporters, leur volonté de faire comprendre leur mécontentement et de leur montrer que sans eux, en fait, le foot, le spectacle du foot, il est divisé par deux parce que les clubs, ils ont beau faire ce qu'ils veulent ce qu'ils peuvent sur la pelouse, marquer des 4-0, des 3-0, faire des scores fleuves comme le 2-2 Clermont-Pau. Au final, si t'as pas l'appui des supporters derrière qui mettent l'ambiance, le match il paraît morne, il paraît un peu mort. Alors, je suis quand même pas trop pour non plus les lancers de fumigène sur la pelouse. Voilà, on a vu à Caen, à Dornano, voilà, des torches qui ont été parachutées un petit peu, je sais pas trop comment, Des lancées drones, de non? Je sais l'extérieur, pas. lancées de l'extérieur du stade ou par des drones. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'était innovant au moins. Mais c'est vrai que c'est bon, on sait pas trop ce qui va se passer. On maîtrise pas tout, alors que je trouve que les balles de tennis, pour citer l'admin du site Po 1959 qui est avec qui j'échange de temps en temps, c'était intelligent parce que au moins tu contestes, tu arrêtes le match 5 minutes. Bon, c'est quoi, 5-10 minutes, pardon. Et au 20 moins, minutes. il peut pas y avoir de blessés, il peut pas y avoir. Bon, voilà, ça agace tout le monde, les joueurs les premiers peut-être, mais au moins, la contestation, le message est clair, le message est passé, et au moins, tu mets personne en danger, il n'y a pas de risque voilà, de blesser qui que ce soit. Et bon, j'ai trouvé ça à la limite plus intelligent que d'autres actions qui ont pu être tentées. Et puis les banderoles, bien sûr, qui ont fait passer un message clair et limpide quand les caméras de beIN Sport osaient s'attarder un petit peu trop dessus. Sachant que c'était souvent derrière les buts, Ah, bon, c'est ouais, ça, ils sont t'as pas intelligents. trop le choix que de les filmer, ouais. Du coup, forcément. Étienne, Karel, Karel, toi, t'étais au stade, ouais, t'as vraiment vécu ça au stade des Alpes par rapport à une première journée ou un premier match de reprise au stade des Alpes. Je sais que tu y étais les années précédentes aussi. Enfin, comment t'as vécu ça? C'est sûr qu'au niveau de l'ambiance, c'est comme je le disais juste avant, c'est vraiment assourdissant. On en parlait avec, les autres journalistes qui étaient présents, mais on a l'impression d'être sur un retour à l'époque covid, tout simplement où, tu entends, toutes les consignes des coachs, tu entends Mmh. les joueurs parler, tu entends les joueurs se disputer, se crier des consignes, mais c'est tout ce que tu entends. Voilà, le stade s'est un peu enflammé sur les buts, de Grenoble qui ont eu la chance d'arriver dans un timing, très, très resserré, ce qui a fait monter, l'ambiance vraiment pendant 5-10 minutes. Mais voilà, aucun chant,
Et c'est-à-dire que sur les temps faibles, tu passes quand même un moment qui est un peu ennuyant, un peu triste, alors que tu es en plein été sur une reprise de championnat. Donc forcément, il y a un gros décalage entre ce que tu attends, et puis ce qui se passe. Et je pense que Julien l'a bien dit, au niveau des protestations, quand c'est fait de manière intelligente, quand tu ne mets personne en danger, bah ça reste quand même, je pense, les choses à faire pour montrer le mécontentement. Et parmi ces actions-là, il y a vraiment le silence dans les stades, qui paraît quelque chose de basique, mais qui, je pense, fait partie des actions qui vont gêner le plus le diffuseur, parce que au niveau de ton produit, tu perds quand même une énorme plus-value, une énorme qualité, alors qu'il y avait des stades qui étaient quand même assez remplis. Mais par rapport à ce que j'ai vécu à Grenoble, effectivement, si tu n'es pas au courant de l'histoire, je pense que tu es dans l'incompréhension et que tu cherches effectivement à te renseigner, parce qu'il y a un vrai décalage entre ce que tu peux attendre d'une première journée et ce qui s'est passé, effectivement. Et Étienne, c'est vrai que vendredi, le début du multiplex, pour les journalistes, c'est quand même compliqué de mettre du rythme le temps que les premiers buts arrivent, quoi. Et encore, on a eu 17 buts là, vendredi, donc le multiplex dans sa globalité était quand même bien animé, mais le premier quart d'heure, ouais, c'est pesant, quoi. Franchement, c'est difficile d'amener du rythme d'aller de stade en stade comme ça, où tu passes du silence au silence, c'est un peu décontenancant. Bah, Ouais. on avait clairement l'impression de regarder un espèce de multiplex des derniers matchs de préparation de l'intersaison. En fait, ouais, c'était mou. Ouais, en plus, il y avait vraiment des matchs qui méritaient mieux que ça, hein, comme ambiance, parce qu'il se passait des choses. Mais bon, les supporters s'en sont tenus à leur résolution. Et il faut le saluer, comme l'ont dit Karel et Julien. Je pense que c'est bien d'avoir fait des contestations un peu de façon innovante et non violente surtout, voilà. Parce que ce serait dommage de se retrouver en plus avec des sanctions, des huis clos dans quelques semaines, voilà, qui prolongeraient finalement le problème. Après, je pense qu'il est nécessaire de bien cibler ces contestations. Est-ce que vraiment s'en prendre au camion de Bein ou d'envoyer des lasers sur une caméra, c'est le bon choix? Moi, je pense pas, parce que le résultat, enfin, cette programmation le vendredi, je pense que c'est le résultat d'une négociation entre la Ligue et Bein. Et si la Ligue a accepté, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, puisqu'il n'y avait plus qu'un seul opérateur pour acheter les matchs. Pourquoi? Parce qu'au début de l'appel d'offres, on a fixé des lots de Ligue 1 et de Ligue 2 à des prix complètement hors sol. Et voilà, on s'est retrouvé 9 mois plus tard à devoir bricoler dans tous les sens. Et forcément, quand tu bricoles dans une négociation commerciale, tu finis par accepter n'importe quoi. Et voilà, Bein avait la main, et Bein en a profité. Ils ont mis les matchs le vendredi, un peu le samedi et le lundi, parce que ça les arrange, parce qu'ils ont d'autres produits que la Ligue 2. Ils ont la Liga et la Bundesliga. Ils n'ont pas la Serie A cette année, donc il y avait peut-être un peu de place dans les grilles, mais bon, ça les regarde. Donc, La Serie A, c'est surtout le dimanche, hein, quand tu regardes. oui aussi, oui, oui. Mais Donc, de toute façon, ils ne pas pour l'instant. ouais. Mais surtout, en fait, une des problématiques, c'est que Bein, ils n'ont pas grand-chose d'autre à mettre le vendredi et le lundi, en fait. C'est pour ça qu'ils y mettent la Ligue 2, parce que bon, franchement, la Ligue 2, on pourrait la caler le samedi, je pense, hein. Il y a assez de canaux sur Bein, mais je pense qu'il y a une stratégie de la part de la chaîne d'étaler le week-end sur 4 jours plutôt que 2, évidemment, pour garder de l'audience. Et, et je pense malheureusement que la Ligue 2 risque de peser assez léger là-dedans, parce que autant Bein a vraiment une position vraiment de force sur la Ligue de football professionnelle, autant je vois mal Bein aller voir Javier Tebas de la Liga pour lui dire décale-moi Real Madrid Atlético un vendredi, parce que j'ai un camp Paris FC. Enfin, Ouais. Ah, c'est sûr. Et si on revient assez loin dans cette histoire, vous pourrez aller voir, mais dès la parution des nouveaux lots, on a tout de suite pointé du doigt que la Ligue a quand même mis le match de Ligue 1 à 19h le samedi en face du multiplex Ligue 2. C'était déjà les prémices de quelque chose qui n'était pas forcément logique.
Et quand tu te retrouves, bah oui, à galérer avec les diffuseurs, que ton appel d'offres a été totalement foiré, il n'y a pas d'autre mot, bah, tu te retrouves, comme tu l'as bien dit Étienne, à devoir bricoler. Et en fait, quand tu regardes, alors beIN a obtenu le match du samedi 17h, donc on aurait pu dire, bon bah voilà, il faisait samedi 14h30, samedi 17h, puis samedi 19h, ça s'enchaînait bien. Mais sachant que tu as DAZN qui a un match de Ligue 1 le samedi à 19h en face, que la Ligue 2, elle peut pas trop être noyée entre la Bundesliga et la Liga, etc. Bah, c'est sûr que moi, je comprends la position de beIN Sport. Maintenant, on en revient toujours au même, c'est que ça a été fait en dernière minute, ça a été fait, je pense, la LFP n'a pas assumé en catimini par rapport aux supporters, par rapport aux clubs qui ont été tenus vaguement au courant. Alors, chaque camp dira que l'autre a ses torts. Mais en tout cas, voilà, tout ça fait encore une fois que c'est le supporter, le consommateur, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, celui qui paye, c'est le spectateur, c'est le téléspectateur, et c'est lui qui se retrouve un peu au bout de la chaîne et qui en subit les conséquences de ces négociations un peu malmenées de la part de la LFP. Pour le coup, moi, j'ai plus envie de blâmer la LFP que beIN dans ce coup-là, parce que beIN met quand même 40 millions d'euros par an sur la Ligue 2, ils sont clairement pas obligés, ils soutiennent la Ligue 2 depuis 2012, la qualité éditoriale, il y a quand même rien à voir avec ce que proposait Amazon ou l'équipe par le passé autour du multiplex. On a quand même un avant-multi de 45 minutes, le multiplex, tu as un journaliste sur place sur toutes les rencontres, tu as les réactions à chaud dans les vestiaires, parfois après le multiplex, où par le passé, on avait des débriefs qui duraient 10 minutes top chrono et on voyait juste les buts et basta. Donc ouais, la couverture édito sur la Ligue 2, je pense on peut rien dire sur ça à beIN Sport. Maintenant, effectivement, on est dans une espèce d'impasse pour le moment et on va voir ce week-end si de nouveaux matchs sont interrompus ou non, parce que on imagine, je sais pas vous, mais sans doute que ces contestations vont peut-être monter crescendo si les supporters n'ont pas gain de cause et pour le moment, a priori, donc il n'y aura pas de prise de parole de beIN cette semaine. En tout cas, c'est ce qu'on nous a signalé. On a essayé de demander d'avoir Florent Ouzot pour avoir son point de vue sur les actions justement qui ont été menées ce week-end, notamment l'interruption de match de Metz-Bastia. Donc, a priori, il n'y aura pas de prise de parole de la part de beIN Sport ce week-end. Sans doute, voilà, dans la volonté de calmer un peu le jeu et d'attendre aussi de voir comment évolue la situation pendant le mois d'août avant de prendre d'autres décisions. Voilà, en tout cas, à voir aussi parce que Metz, forcément, va passer en commission de discipline quand même parce que le match a été interrompu 20 minutes. Donc, même s'il n'y a pas eu de blessés, même si c'était bon enfant, les balles de tennis, malgré tout, le match a été interrompu. Donc, il y aura forcément un dossier ouvert en commission de discipline. Donc, le club, quoi qu'il arrive, sera sanctionné. Est-ce que ce sera des amendes? Est-ce que ce sera du sursis, du ferme, du huis clos? Je ne sais pas, mais il y aura des sanctions. Et voilà, on va voir ce week-end quelles seront, si d'autres actions sont menées sur les terrains de Ligue 2 ou non. Messieurs, pour finir très, très, très rapidement, parce qu'on est quasiment à 1 heure d'émission, le timing est assez bien géré involontairement, je vais pas le cacher. Les matchs de la deuxième journée, voilà, on va regarder un petit peu. On a du Annecy-Martigues, on a du Bastia-Amiens, on a du Troyes Clermont. Voilà, c'est déjà pour les stacks encore un gros client qui arrive pour relever la tête ou pas. Du Laval-Guingamp, Paris FC Dunkerque, tu nous l'as dit tout à l'heure, Karel. Pau contre Caen, Rodez recevra Metz. Ensuite, samedi, on aura le Lorient-Grenoble en choc de cette J2 qui est plutôt bien choisie, je trouve. Et on sera à Bauer, le retour de Bauer en Ligue 2 le lundi à 20h45. Là, je sens qu'à Bauer, lundi 20h45, si le match n'est pas interrompu, ça sent gros. Je pense que le match, s'il n'y a pas une interruption de match à Bauer lundi, ce serait quand même bizarre parce qu'on sait qu'au niveau revendication, même en national par le passé et tout, ils ont déjà fait stopper des matchs. Donc, je pense que ça peut être pas risqué dans le sens, je pense pas qu'il y aura de violence, mais à mon avis, il y aura des actions du côté de Bauer, des supporters qui sont très investis dans la cause du match le week-end. J'ai très très hâte de voir le clash Santini-Le-Mignan vendredi soir au Rodez-Metz. Très très hâte de voir ce que ça va nous proposer. Voilà, espérons que les Ruténois seront un peu plus précis devant les cages et que les Messins pourront un peu plus se lâcher, mais ça promet du bon football. Et Lorient-Grenoble, Karel, là, c'est sympa là sur le papier. Les deux équipes ont gagné. Ouais,
Ouais, c'est une belle affiche. Je pense que Lorient est conscient qu'il va falloir un peu monter en puissance par rapport à ce qui a été fait contre Martigues, même si globalement, dans les grandes largeurs, ils ont vraiment dominé la rencontre contre Martigues. Mais, je pense qu'il y avait volonté peut-être de faire un peu mieux que cette victoire, cette courte victoire 1-0. Ils ont été un peu mis en difficulté en plus. Je pense que là, ils savent que contre Grenoble, voilà, écurie qui connaît la Ligue 2, qui a gagné son premier match, va falloir un peu plus. Et puis Grenoble sait également qu'il faudra aller chercher un match à l'image de ce qu'ils ont fait sur la deuxième mi-temps. Donc il y aura cette volonté de monter en puissance et puis ça tombe bien, c'est le deuxième match un samedi après-midi, donc ça promet effectivement. Étienne, rapidement, le match toi qui te tente le plus là dans le programme? Bah, même en dépit des critiques que j'ai pu formuler envers Crasso et Keval, j'ai quand même très envie de les revoir me régaler techniquement. Donc j'espère que le match Paris FC Dunkerque à Amiens sera un beau spectacle. Donc j'ai assez hâte de le voir. Voilà pour le programme de la deuxième journée de Ligue 2. En tout cas, on vous donne rendez-vous sur ma Ligue 2 ce week-end pour suivre l'ensemble de ces rencontres, les classements, les réactions, les débriefs, les notes, les comptes rendus. Voilà, on est au taquet pour vous faire vivre cette nouvelle saison et voilà, on suivra avec attention l'ambiance, si l'ambiance revient un peu dans les stades ou si la contestation perdure pour ce prochain week-end. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné. Merci à toutes et à tous de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est totalement gratuit. Ça se fait en quelques clics. Et comme ça, vous ne loupez rien des dernières vidéos qui sortent. Et cela nous permet de nous soutenir et de nous aider à développer la chaîne. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut! Salut!